Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons pouvoir débuter nos travaux. Laurence Beccarelli accepte et j'en remercie de tenir le secrétariat. Ce qui nous permet de passer au point numéro 1, compte rendu des décisions prises. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, je vous remercie. Point numéro 2, on approuve un rapport sur le schéma de mutualisation ADF. C'est Vincent Scatolin qui rapporte. Merci. Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'une délibération qui vise à approuver le rapport et le schéma de mutualisation proposé par la communauté de communes du Pays de Gex. En fait, il s'agit d'un schéma de mutualisation qui est issu de la loi NOTRe. C'est un document que vous avez sur vos tables normalement. C'est le document qui vous a été remis aujourd'hui, qui fait le bilan des premières actions qui ont été enclenchées en termes de mutualisation par la communauté de communes du Pays de Gex et ses communes membres sur la période 2016-2020. Donc il dresse le bilan de ce qui a été fait en 2016. Donc les premières actions concernaient notamment le service commun d'application du droit des sols, qui a été mis en place le 1er janvier 2016, qui concernait la mise à disposition du service de la CCPG concernant les eaux pluviales. C'est de la matière grise en fait, qui a été mise à disposition, un agent qui a été mis à disposition des communes pour les assister dans les techniques de la régulation des eaux pluviales. Ça concerne notamment les petites communes du Pays de Gex. Ça a été, au niveau des groupements de commandes, le contrôle des dispositifs de défense incendie et la mise à jour des réseaux d'eau pluviale. Donc l'ensemble de ces éléments sont détaillés dans le rapport qui vous a été remis ce soir. Je vous laisserai peut-être en prendre connaissance, si vous me posez des questions si vous le souhaitez. Et le rapport prévoit également des actions pour les années 2017-2020. C'est des actions, c'est des propositions d'études qui ont été faites et qui vont être discutées au travers d'un comité de pilotage dans lequel seront présents les maires, donc une conférence intercommunale des maires, et les agents des communes, soit le directeur général des services, le secrétaire de mairie, les responsables concernés, et les agents de la CCPG. Les actions sur 2017-2020 concernent les ressources humaines, notamment tout ce qui est relatif aux payes, à la santé et à la formation. Au niveau de la commande publique des domaines ont été ciblés, la mise en œuvre de groupements d'achat, de fourniture de consommables, de prestations d'accompagnement dans les procédures de marché public. Au niveau des systèmes d'information, la mise en place d'un SIG commun, d'une fibre optique commune, d'achat de matériel et de logiciels, de conseils informatiques, d'archivage et de stockage des données informatiques. Et au niveau des archives communales et intercommunales, la mise en place de missions communes. La mise en œuvre de ce schéma de mutualisation ou de ces axes de mutualisation doit respecter deux principes. Elle doit être ressentie, la mutualisation, comme la mise en commun de moyens dans le but d'améliorer l'efficience des services publics, dans un rapport égalitaire entre les collectivités, intercommunalités et communes. Et ensuite, l'adhésion au service repose sur le principe du volontariat dans le cadre de la mutualisation. On n'est pas sur un transfert de compétences. Voilà très rapidement brossé le bilan de ce qui s'est fait durant l'année 2016 et les axes de réflexion qui seront conduits et discutés dans le cadre du comité de pilotage sur la période 2017-2020. Très bien, des questions? Schéma. Pas de questions particulières, Monsieur Augustin. Je m'interroge sur le vote ce soir, Monsieur le maire, puisqu'on découvre le document présent en séance et qu'on n'a pas travaillé non plus ce document ou ce rapport en commission. Donc pour se positionner par rapport à un tel projet, ça me semble un peu juste en termes de préparation pour les conseils municipaux. Ce que je vous propose, c'est d'en reparler. De toute façon, c'est un schéma général, pas les actions. Il faut que nous les adoptions et que nous les votions pas par cas. Vous avez raison, on est un peu court sur les délais. Vincent Scatolin, de toute façon, chaque fois qu'il y aura une mutualisation, il y aura une discussion avec les conseillers municipaux. Il y a des instances de discussion où la collectivité sera représentée pour discuter des différentes pistes qui ont été évoquées dans le rapport.
Très bien, d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous remercie. On va passer au point suivant. Il s'agit de la représentation de la commune dans un organisme extérieur et de désigner un suppléant au syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication. Qui est candidat pour être suppléant au syndicat? Monsieur Richard. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Si vous le voulez bien, on considère qu'il n'y a pas d'autres candidats. Il y a autant de candidats que de postes à pourvoir. Donc, monsieur Rodolphe Richard est élu et on l'en félicite. Point numéro 4, il s'agit d'approuver le rapport annuel du SIEA. Et moi, ce que je vous propose, c'est un donné acte. Le rapport nous est communiqué, vous l'examinez, et puis on peut le faire à la commission économie ou on peut le faire en séance du conseil. Si vous avez des observations, on en discute. Il y a 3 sujets. Il y a un premier sujet qui est la situation financière du SIEA, qui est un syndicat qui va dépendre de plus en plus d'interventions extérieures, notamment des crédits qui sont inscrits au contrat de plan État-région à hauteur de 60 millions. Et la deuxième question, c'est la couverture des départements. Pour couvrir l'ensemble des départements, les besoins financiers sont à hauteur de 300 millions d'euros. On va mettre ça en rapport. Le contrat de plan, c'est pour les 6 ans qui viennent, je le rappelle. Et la troisième question, elle est beaucoup plus concrète. Elle touche Divonne et la couverture en fibre de Divonne. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous regardiez le rapport, vous le discutez, et puis, à la demande de l'un ou de l'une d'entre vous, on peut inscrire un jour un point à l'ordre du jour, soit d'une commission généralisée ou d'une commission thématique, ou même du conseil municipal, pour voir comment on peut répondre à ces différentes questions, et à peut-être beaucoup d'autres. On est d'accord sur la procédure? Aujourd'hui, c'est un donné acte. Parfait, je vous en remercie. Donc on peut passer au point numéro 5, c'est l'augmentation du capital de la SEMCODA. Qu'est-ce qui rapporte sur ce dossier? Puisque ces personnes, c'est moi. Et je rappelle que nous sommes actionnaires de la SEMCODA et que nous possédons 8200 actions de SEMCODA. Et la valeur nominale, si vous voulez rapporter, bon, c'est 16 € la valeur nominale. Et je rappelle que la valeur réelle de l'action est bien supérieure. Et actuellement, il y a des négociations de titres par des collectivités et on arrive à des prix particulièrement intéressants. Ça justifierait d'ailleurs la sempiternelle observation que nous faisons sur la présentation d'un bilan pour les collectivités territoriales. Et je referme la parenthèse. Et j'observe que sur le cours d'émission sur l'augmentation, on est à 283 € pour un titre valorisé à 16, ce qui est pas mal pour ceux qui ont placé leur argent à la SEMCODA. Et aujourd'hui, la SEMCODA veut distribuer des dividendes, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à ce jour, pour inciter les collectivités à participer à son capital. Et je vous invite à regarder sur Internet les résultats de SEMCODA. Ils sont particulièrement intéressants et cumulés sur les dernières années. Ça explique que SEMCODA soit aujourd'hui en France une des sociétés économiques dans le domaine de l'immobilier qui investit le plus. Et comme la distribution des dividendes est liée au montant du capital social, aujourd'hui il s'établit à 15 441 472 €, le Conseil a envisagé d'y incorporer les primes d'émission qui sont inscrites au passif du bilan pour 27 millions d'euros sur une valeur nominale de titre à 44 €. La prime d'émission est le prix payé par les actionnaires qui ont participé aux différentes augmentations de capital et elle s'établit en sus de la valeur nominale pour tenir compte de la valeur réelle du titre. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 24 juin prochain, mais je rappelle qu'il s'agit d'une décision qui touche au capital social, que nous participons au capital social, il faut donc modifier les statuts et recueillir notre avis. Donc c'est le sens de la délibération qui vous est demandé ce soir. Je vous demande de vous prononcer sur la modification des statuts pour porter le capital de SEMCODA à 42 464 048 €. Y a-t-il des questions? Jean-Di Stéphano? S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'expliquiez comme il faut le premier paragraphe.
il peut être précisé que la valeur réelle de l'action est bien supérieure, puisque dans la procédure d'augmentation de capital, le prix d'émission était fixé à 283 €. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous augmentez le capital, vous mettez des titres sur le marché, et on espère que vous adressez aux collectivités territoriales qui participent au capital, et que vous évaluez l'action à 283 €. Comme si vous mettez 1 million, on divise par 283 €. Est-ce qu'il y a véritablement un marché? Est-ce qu'il y a des ventes de titres? Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la ville de Belay, m'a-t-on dit, en vente pour 10 millions d'euros à peu près, quelque chose comme ça. Alors, en général, ce sont d'autres collectivités qui les achètent, ou autrement la Caisse des dépôts qui augmente sa participation. Souvent. Mais, très clairement, l'argent placé à Semcoda, c'était un très très bon placement. D'ailleurs, moi j'ai demandé au service de me faire une note sur le sujet, je la communiquerai, mais je crois qu'il n'y a pas eu quelque chose dans la commission des finances avec M. Despina. Il faudrait demander M. Despina. Non, mais enfin, le but d'une collectivité, c'est d'aider la Semcoda et non d'essayer de faire la culbute sur les actions qui ont été prises. À ce sujet, Monsieur le maire, je vous avais demandé il y a un mois une participation de 1 075 000 € pour la construction de la maison de santé. De santé. J'ai toujours pas la réponse de savoir à combien on a excusez-moi, je n'ai toujours pas la réponse de savoir le nombre d'actions qui ont été prises et à quel prix. On peut avoir une note là-dessus, Monsieur Acco. Il faudrait une délégation. Non, mais ce que dit Jean-Di Stéphano, il a raison, c'est qu'on a une proposition qui nous est faite par Semcoda de paiement d'une partie de la soulte en action. On va voir la discussion aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est à quel prix on souscrit. Oui, surtout quand on voit ces chiffres-là. Bien sûr. Pour le moment, Oui. pour le moment, la participation sur un MSP n'est pas totalement affectée. La participation en action. Il y a encore des éléments qui sont encore finançables par la Semcoda, qui sont d'aménagement à proximité de la MSP. Ça, je ne savais pas. Enfin, Ouais, non, mais c'est juste dernièrement, sur le financement, c'était clair. Il y aura une chose. Mais ce que veut savoir Jean-Di Stéphano, il a raison, c'est que si cette soulte vous est payée en titre, que votre titre, voilà. Pour le moins. Ben, surtout quand on voit ces prix que la valeur nominale est à 16, Ben, soi-disant c'est à 283, et l'augmentation de capital est à 44. L'idéal, Il y a beaucoup de gens qui comprennent. l'idéal, ça serait qu'on nous la valorise à 16. Et qu'on la rende dès le lendemain à 283. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de marché, comme disait Jean-Louis. Sauf qu'on réussisse à convaincre la Caisse des dépôts, mais elle est vigilante. À Je ce sujet, demande au service de faire une note là-dessus, et qu'on sache ce qu'il en est et qu'on ait une explication un peu pédagogique et claire. à ce sujet, une petite question d'ordre général. Si la Semcoda donne des dividendes, est-ce que les communes, enfin les collectivités locales, ont le droit de percevoir des dividendes? Oui, une société d'économie mixte, oui. Et elles ont, comme les particuliers qui ont un portefeuille de titres, la possibilité de les percevoir en numéraire ou la possibilité de les percevoir en titre, à la distribution d'actions. C'est pas acquis quand même que la Semcoda va donner des dividendes. Non, très clairement, je ne comprends pas pourquoi elle distribue les dividendes, c'est mon avis. Comme une société d'économie. Si on était dans tous les cas, D'accord, mais là vous avez des collectivités territoriales Ça, voilà. et vous avez la Caisse des dépôts et consignations. Donc je trouve que le montage est très particulier. C'est pour ça qu'il nous faut une note précise. Jean-Di Stéphano, les services se sont rapprochés de Semcoda. Pour l'instant, l'opération est en cours. On a l'impression que c'est un peu aussi compliqué au sein de Semcoda. Donc je vais demander à ce qu'il y ait une note. Puis ensuite, on se rapprochera de Semcoda pour clarifier nos rapports. Pas d'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est une délégation des deux services publics pour la gestion du bar de la plage. Et je rappelle que la commune est propriétaire de l'espace du lac, mais aussi des espaces qui l'entourent, et que nous sommes propriétaires de la plage, donc, et aussi, pardon, du bar de la plage.
Et pour ce bar de la plage, nous donnons en général une délégation de service public et je vous propose de donner une délégation pour ce bar de la plage. Monsieur le maire, j'ai une petite Pour une question. concession. Moi, je suis pour un tel projet, on l'a vu comme c'est écrit en commission. Est-ce que depuis le 4 février, sans révéler ce qui ne peut pas l'être, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails si Alors, le projet a avancé, si... Je rappelle ce qui s'est passé depuis des temps immémoriaux. Nous considérons que ce bar de la plage, il est complètement dépassé. Construit en même temps que le lac, ça a été plus entretenu, et c'est un bâtiment qui est disgracieux, quelque chose comme ça. Il est disgracieux à la fois en lui-même, et il est disgracieux à l'extérieur. Quand on est à pied, quand on a cette haie qui coupe l'écran sur le lac, tout ça, ça correspond à une vision des années 1960 où la priorité avait été donnée à la voiture, on a du goudron partout. Donc, depuis longtemps, nous disons qu'il faudrait rénover cela. Vous nous dites qu'un jour, il faudra rénover le port, rénover les bâtiments qui sont autour, qui aujourd'hui sont destinés à l'aviron et à... Bref. Donc, on a cherché longtemps un partenaire qui accepterait d'investir sur ce bar de la plage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le dossier, il s'agit donc de chercher un partenaire privé. Qu'est-ce que nous demanderions à ce partenaire privé? Nous lui demanderions trois choses. Nous lui demanderions de réaliser au niveau de l'esplanade un restaurant ouvert sur la promenade autour du lac et ouvert sur le lac. Et un restaurant qui fonctionnerait à l'année, avec l'avantage d'avoir à côté des parkings et d'être remarquablement bien placé. Nous lui demandons ensuite d'exploiter au rez-de-chaussée, si on peut dire, au niveau de la plage, le bar de la plage. Et nous lui demandons en troisième lieu d'exploiter la plage, soit directement, soit en déléguant l'exploitation à une société spécialisée. Je rappelle qu'aujourd'hui, la plage est exploitée par la société Comsport. Voilà. Il se trouve que, alors que nous cherchions, alors que nous discutions, nous avons reçu une première proposition, puis une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui, il y a trois sociétés qui sont intéressées, avec des projets très différents. Et très différents dans le domaine de la restauration, mais très différents aussi dans l'architecture, très différents dans la conception de la gestion des rapports entre la plage, pour laquelle on souhaite garder un tarif public, et le restaurant du premier étage. Donc nous avons demandé au service de préparer un cahier des charges. Ce cahier des charges est désormais prêt, pratiquement prêt. Non mais il est prêt à être transmis à la commission. Et une commission économie se tient très prochainement, bientôt, le 13. Et le 13, on aura le cahier des charges. Voilà. On le corrigera en commission, et puis ensuite on lancera la consultation. Voilà. Donc l'avancement du projet, ça a été la préparation du cahier des charges. Et il est prêt. Mais comme je l'ai pas passé comme nous ne l'avons pas passé en commission, pardon, pour l'instant, il n'a pas été communiqué. Et donc après, enfin, le cahier des charges n'a pas été communiqué, étant donné qu'on parle d'un bail de 35 ans, on va être aussi sur une gestion longue avec... et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous en dire plus sur les projets. Enfin, je veux dire, dans le... Est-ce qu'on souhaite un type de restauration? Est-ce qu'on souhaite ça, je pense du qu'on va, regard? on va discuter en commission, on aura les éventualités. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le plus largement possible à la concurrence, puis choisir après celui qui correspond bien à nos desiderata. Alors, je m'exprime à titre purement personnel, puisque pour l'instant, on n'a pas passé en commission, on n'a pas pris une décision définitive. Mais pour moi, la première des choses, c'est l'insertion dans le site. C'est un site super, tu as un restaurant ici, c'est magnifique. Donc, il faut travailler sur l'architecture, et il faut avoir quelque chose de très ouvert sur l'eau, très ouvert sur le Mont Blanc, qui s'insère parfaitement au bord du lac. La deuxième chose, c'est la connexion avec l'extérieur. Les parkings sont à 50 mètres, mais il ne faut pas qu'ils soient trop isolés de la ville. Le parking, aujourd'hui, il fait un peu écran.
qui dit parking, dit circulation. Est-ce qu'on peut garder la même circulation? C'est-à-dire, est-ce que pour accéder à ce restaurant, il faut passer pour l'estrade du lac, et puis prendre cette espèce de chicane, ou passer sur le portique du parking? Clairement, c'est pas très folichon pour accéder à un restaurant. Donc il va falloir qu'on retravaille ça. Et puis le troisième sujet sur lequel il faut que nous travaillions, il n'est pas dans l'architecture, enfin l'architecture de la circulation. Le troisième sujet, c'est le type d'activité que nous y voulons. Vous allez avoir plusieurs opportunités pour l'exploitant. D'abord, vous avez l'opportunité de l'exploitation de la salle de spectacle. Il y a une trentaine de spectacles par an, et on voit bien, on nous dit, à la sortie du spectacle, les 500-600 spectateurs souhaitent souvent, comme on le fait en ville, aller dans un restaurant. Il y a un type de restauration, brasserie particulière, c'est ce qui se passe à Paris, où après un spectacle, on va dans une brasserie, une vraie tradition. Et il y a aussi la restauration au quotidien. Quel type de restaurant? Et ça, c'est un peu compliqué. À Nivelles, on manque d'une brasserie, au vrai sens du terme. Dans les projets qui nous sont faits, qui nous proposent de brasserie, mais il y en a aussi qui nous proposent de la gastronomie. Ce qui n'est pas forcément cohérent avec la clientèle du spectacle. Puis la troisième chose, et moi j'y tiens, c'est qu'au bord du lac, pour que ce lac soit attractif, il faut de la prestation pour les promeneurs, il faut de la prestation pour les enfants. Voilà. Donc c'est le troisième sujet sur lequel il faut qu'on s'arrête, on en parlera en commission, il faut qu'on arrête une stratégie. Et la restauration pour les enfants et les promeneurs, les glaces, les frites, l'hamburger, c'est pas forcément très cohérent avec et la brasserie et le restaurant gastronomique. Voilà pourquoi tout ça est un peu compliqué à nous de travailler. Voilà. L'idée est bonne. La seule chose, c'est pas même la question. Alors, on aura cette discussion, ça peut paraître court si vous avez d'énormes investissements, et ça peut paraître long si les investissements sont différents. Mettre un bail à construction, c'est pas sur 35 ans. On est d'accord. On peut quand même réduire la durée. Je sais, c'est un vrai sujet. On a eu cette discussion pour le club hippique. Et le club hippique, on a donné une convention à bail de 23 ans. Et la question s'est posée. On aurait pu donner 10 ans, mais à ce moment-là, on n'avait pas les infrastructures au niveau où elles sont. Le clair, si on donnait 10-12 ans, la durée d'un bail commercial 369, devant, de base, on n'aurait pas eu la couverte, par exemple. Mais ça, c'est pas si C'est ça. du tout, je suis d'accord. Sur la délib, il est envisagé 15 ans. 15 ans. Et vous avez parlé de 35. Mais on a parlé et moi, je parle plutôt de 30 à 50 ans. Pas 50. Écoutez, je pense que si vous avez un investisseur qui fait un investissement de 2 à 3 millions d'euros, vous ne pouvez pas lui donner 15 ans. Non, ça, je dis pas. Voilà. Donc il faut voir ce qu'on nous propose. Et moi, je ne suis pas. Je proposerai au Conseil d'aller au-delà si c'est une très belle réalisation. L'autre sujet sur lequel il faut être vigilant, c'est la plage. Il faut garder une plage, il faut lui garder un tarif public attractif. Mais c'est sûr. Voilà. Donc, il faut que Est-ce que ça veut dire que peut-être une ou deux années, que pendant une ou deux années, il n'y aurait plus de plage à Nivelles? Alors s'il y a des travaux, il faut regarder comment on fait, mais il ne faut pas supprimer la plage. Je pense qu'il faudra s'entendre avec eux pour qu'elle reste ouverte. Peut-être une partie fermée, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre un peu, on verra. Au même titre que sur la piscine, il ne faut pas que la piscine ferme quand on fera les travaux. Il faut que la partie piscine couverte se fasse d'abord, et l'année où on ouvre la piscine couverte, on entame les travaux sur l'extérieur. Voilà. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La délibération de principe est donc acquise. Le point suivant, il s'agit d'une demande d'aide à la région Rhône-Alpes pour les travaux sylvicoles. Qui est-ce qui nous parle de la forêt? C'est moi qui rapporte, monsieur le maire. C'est la traditionnelle demande de subvention pour tous les travaux que la commune est amenée à réaliser dans ces forêts. Cette année, donc, le
global des travaux est de 14 313,53 €. La subvention est de 15%, ça représentera pour la commune 2147,03 €. Où est-ce qu'on en est, Serge Baillet, avec la relève des travaux sur le projet de clôturer certains espaces pour qu'ils ne soient pas abrutis par les... Abrutis, j'ai pas dit abrutis, abrutis, parce que c'est le terme exact, par les cervidés. Et deuxièmement, la nouvelle voie qui permet de desservir une partie de la forêt sous deux aciers. Et troisièmement, le projet de présentation de la forêt communale de Diva à proximité du chalet du Gard. On a avancé un peu sur ces dossiers. On a présenté en commission un ensemble de projets et de travaux qui englobent notamment une partie de ce que vous avez évoqué. S'agissant des problèmes qu'on a avec les cerfs, on envisage davantage de se tourner vers les chasseurs pour nous aider. Voilà. Apparemment, c'est extrêmement... c'est pas simple, il y a des quotas, il y a des autres que vous connaissez bien mieux que moi. Mais c'est vrai que l'idée de grillager une partie de nos forêts, et puis en plus, les gardes forestiers nous disent que c'est pas forcément une bonne garantie. Et ça peut aussi un peu exciter les cerfs qui arriveraient quand même à détériorer notre bois à côté, etc. Donc pour finir, on est plus sur l'optique des chasseurs. Voilà. Pour être clair, vous avez donné un peu plus d'autorisation de tir. Voilà, ça va se résumer à ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je vais également de mes questions retourner sur la forêt, la sécurisation de la route forestière, parce que c'est un sujet, une priorité qui avait été mise par la Commission pour justement qu'il dépurge des éboulements de rochers possibles, éviter des accidents. On en a reparlé récemment avec le garde forestier, parce que c'est quelque chose sur lequel on avance. Je ne sais pas si Nathalie Houillet, la vice-présidente, qui suit ce dossier plus particulièrement, a des informations à ce sujet, mais on va avancer step by step pour garantir nos endroits les plus ennuyés. Pardon, je ne dis pas à part en réunion publique dans une collectivité territoriale française dans laquelle il est absolument interdit de parler l'anglais, tu la vois tout bon. L'amende est à 380 €. Et j'ai dit deux. Profit du procureur, pas de la communauté. Eh bien, vous voilà. m'excuserez, monsieur le maire. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'il y a des Est-ce que questions? vous pouvez nous rappeler ce que ça rapporte la vente de coupes de bois? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que rapporte la vente des coupes de... Écoutez, on l'a régulièrement tous les ans. On vend Entre les services, le brut, c'est 125 000 cette année. on vend Ça dépend des années, on est bien d'accord. on vend aux alentours de 150 000 € de bois. Ouais. Et ça laisse au budget la technique très ancienne. Moi, je me souviens d'avoir des discussions ici avec Jean-Claude Prévost. Et je crois que Jean Pro, c'est la même chose. On réinvestit dans la forêt ce que la forêt nous rapporte. Voilà. Donc on le met sur la route de la sécurisation. On le met sur... voilà, par exemple, cette année, on a vendu quelques hectares de bois pour refaire le toit du chalet du Gard. L'idée, ça avait été de vendre le chalet du Gard, puisque le garde forestier partait en retraite. Et finalement, j'ai reçu un appel téléphonique du directeur de l'ONF à Lyon, qui a voulu me voir, il est venu, on a fait une visite de la forêt. D'ailleurs, il faut qu'on organise ça un jour avec le conseil municipal. C'est très très instructif. Et il m'a convaincu de garder un chalet. Pourquoi? Parce que l'ONF a de la peine à loger dans le pays de Jet, les gardes. Et on est une commune qui avait ce chalet. Donc j'ai trouvé qu'avoir un garde forestier, c'est l'histoire d'Ivan. C'est notre attachement à la forêt. Donc finalement, on l'avait mis dans les ventes potentielles, ce chalet. Et finalement, on a réinvesti sur la toiture, et aussi sur le nettoyage de la façade et sur quelques travaux intérieurs, la vente de 3 ou 4 hectares de forêt, ce qui nous a permis de le mettre hors dehors d'air. Vous avez noté qu'on a fait abattre tous les arbres qui étaient autour, qui étaient trop proches, qui enlevaient de l'ombre et qui gênaient la circulation d'air et la moisissure sur la toiture. Donc on a bien nettoyé. Maintenant, on a un chalet qui est très correct. Voilà, donc on a réinvesti sur le chalet, ce que ça nous a rapporté. Et puis pour le reste, c'est les travaux de sécurisation, c'est le nettoyage, puisqu'on fait monter nos services, et il y en a un morceau, puisqu'on monte jusqu'à la terre. Voilà. On a aussi un projet d'aménagement justement de cette entrée sur la forêt et d'arriver sur le chalet. Voilà. Très bien. Voilà. Pas de questions sur la forêt?
Parfait, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, on va sécuriser l'accès à l'Oppidum, à Sens-Capelin. C'est Serge Baillet, toujours. Tout à fait, monsieur le maire. Donc là, on est sur la rue René Villard, c'est l'entrée de Divonne quand on arrive de Craquier, où le programme résidentiel Oppidum 5 va être construit. Il s'agit d'un ensemble de 4 petits bâtiments. Comme l'entrée et la sortie se fera sur la rue René Villard, qui est une voie départementale, cela nous impose donc de signer une convention pour permettre la réalisation de ces travaux de sécurisation et d'embellissement. Une convention donc avec le conseil départemental, sachant que au final ce sera le promoteur qui portera le coût de ces travaux, mais comme le département ne signe que de convention qu'avec une collectivité, c'est avec la mairie que nous signons, que se signe cette convention. Pardon. Vous avez la liste des aménagements qui sont récapitulés dans la délibération pour ce qui concerne cette entrée de programme. Très bien. Des questions? Oui, il s'agit de l'entrée de ville, la nouvelle entrée de ville venant du côté de Crassier. Il y avait des aménagements, je crois qu'il est prévu sur le projet Oppidum pour soigner un peu l'entrée de ville de ce côté-là. Comme ils ne sont plus dans le projet, en tout cas quand on pose la question, il n'y a plus forcément les aménagements notamment liés à l'eau qui apparaissent. Quels sont les projets pour cette entrée de ville côté Crassier? Le Sens-Capelin. Comme on l'a déjà évoqué en commission, dans le permis Oppidum, il était prévu un aménagement paysager le long de la propriété maintenue. Ce sera un aménagement paysager réalisé par le cabinet Fontaine qui a réalisé plusieurs projets d'aménagement paysager déjà à Divonne. Sur le terrain de la copropriété, il était prévu également une fontaine à l'entrée de la copropriété, qui marquait la présence de l'eau. Aujourd'hui, la copropriété voulait nous rétrocéder, enfin le promoteur voulait nous rétrocéder la fontaine avec un système de fonctionnement qui n'était pas idéal pour la collectivité. Donc on a convenu avec lui qu'il participe plutôt à l'aménagement du rond-point des 4 pierres, au réaménagement du rond-point des 4 pierres, sur lesquels on pourrait trouver de l'eau et le réaménagement de l'aqueduc à cet endroit. Donc c'est un projet qu'on travaille au sein de la mairie, avec différents élus et des services techniques, et sur lequel on aura un concours financier du promoteur de l'opération. Donc très clairement, la présence de l'eau ne se fera pas au niveau de l'opération Oppidum, mais elle se fera au niveau du rond-point des 4 pierres. Très bien. D'autres questions? Oubliez l'électricité. On ne verra pas l'électricité. Très bien. D'autres questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le dossier suivant, c'est la suppression de spectacle. On rembourse les billets d'entrée. La compagnie Burnaoui. Pardon, c'était vous. Oui, la annulé un spectacle. Oui, je vous en prie. Madame Lefman. Donc, il s'agit donc sur le point 9, en fait, dans le cadre du festival de danse Les Hybrides d'Hypopée, nous avions un spectacle qui était programmé le 12 mars, qui a dû être annulé puisque la personne s'est blessée. Et donc, nous avons proposé à toutes les personnes qui avaient pris des places de spectacle de faire un échange, et celles qui ne voulaient pas, de tout simplement les rembourser. Et on est obligé de passer une délibération uniquement pour ça. Voilà. Très bien, pas de questions. On ne peut plus ça. Pas de problème. Très bien. La délibération suivante, c'est l'acquisition de matériel informatique. Ah pardon, c'est la subvention. Qui est-ce qui rapporte à la boîte? C'est moi. C'est ça, Baillet. C'est moi, monsieur le maire. Tout à fait. Dans le cadre d'une dotation que le gouvernement a octroyée aux collectivités pour soutenir l'investissement public local, les services et la commune a reçu de la préfecture le 29 janvier un courrier invitant toutes les communes qui avaient des projets déjà bouclés, déjà ficelés, des projets qui étaient destinés à démarrer en 2016 pour être terminés avant 2020, à le faire connaître et à remonter des dossiers de demande de subvention de façon à profiter d'aide sur ces projets. Donc en ce qui concerne la ville de Divonne, nous avions et nous avons inscrit dans notre dossier de demande de subvention l'aménagement du secteur des Thermes pour un montant global de 2 183 425, l'aménagement de l'avenue de Genève pour un montant de 751 050 €, l'agenda d'accessibilité aux établissements recevant du public pour un montant d'1 900 000 €,
et l'aménagement de la rue Jean de Gingin pour un montant de travaux estimé à 436 753 €. Donc pour tous ces dossiers et projets qui sont aboutis, nous avons remonté la demande de subvention et nous sommes dans l'attente de savoir s'il nous sera attribué quelque chose et à quelle hauteur. Très bien, on est quand même dans un pays curieux. L'État supprime les dotations aux collectivités territoriales. Nous expliquons à l'État que les collectivités territoriales font 70% de l'investissement en France. L'investissement cette année s'est effondré de 10%. Les entreprises sont dans des situations désespérées. Donc l'État décide de redonner des subventions aux communes pour relancer l'investissement. Mais comme par la politique antérieure, il en a ruiné environ les 2/3, il ne reste qu'un tiers des communes qui peuvent apporter leur part, parce que l'État nous aide, mais il faut une part. Donc en fait, le résultat, c'est qu'il n'y a que les communes riches qui vont être aidées par l'affaiblissement, par les dotations aux collectivités territoriales des communes pauvres. Comme on est une commune, je ne dis pas riche, mais enfin qui a quand même quelques moyens, on peut mettre la contrepartie. Donc nous, on va être aidés, alors que les communes pauvres ne le seront pas. C'est un système qui est très curieux, mais et quand on peut en profiter, comme c'est en l'espèce, alors vous n'écrivez rien dans le journal, parce que si on écrit ça et que le préfet le lit, il va être insatisfait, donc on saute le point numéro 10, s'il vous plaît. Voilà, mais ça n'empêche pas de faire cette observation en toute confidence, on est quand même dans une situation un peu particulière. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En commission, on avait fait remarquer que l'aménagement de l'avenue de Genève, il faut bien lire, c'est entre les deux douanes. L'avenue de Genève, c'est déjà prévu pour... C'est pas la deuxième tranche à hauteur de 850 000. Et on en a débattu et je ne trouvais pas que c'était quelque chose qui était vraiment prioritaire, d'aménager entre les deux douanes l'entrée de l'immeuble. Il aurait été intéressant d'avoir peut-être un autre projet, mais est-ce qu'il était ficelé pour qu'on puisse le mettre dans la demande? C'est la grosse question. C'est bien toute la contrainte à laquelle on était confronté avec les services, c'est-à-dire qu'il fallait des projets qui soient bouclés, ficelés. Il n'était pas question de prendre un projet en quelques jours pour pouvoir demander une subvention. Et il nous est apparu intéressant dans la mesure où on avait acté la deuxième tranche, la deuxième moitié de l'avenue Genève, de dire qu'à ce moment-là, on pouvait peut-être faire l'intégralité avec l'autre partie entre les deux douanes, ce qui bouclerait complètement tout début au rond-point des drapeaux, l'avenue de Genève et les travaux. Donc voilà pourquoi on a présenté, sachant que cette partie-là, le dossier était bouclé, on le connaît, et on a les éléments, il est facilité, il est complètement fait. Simplement, on ne l'avait pas encore priorisé. Cette opportunité de subvention nous en donne l'occasion. Je dirais ça qu'on a moins de 10 jours entre le moment où le préfet nous écrit, enfin on apprend quelque chose. C'est vrai qu'on a sorti des dossiers qui étaient pas... Où j'ai quand même été surpris, c'est le montant des travaux estimés. C'est quand même 750 000 €. Du pont à la maison de la douane. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le maire, une remarque, mais il faut souligner effectivement la réactivité des services pour présenter ces dossiers avec un délai qui, vous l'avez précisé, était très réduit. On a évoqué aussi d'autres projets, d'autres opérations d'aménagement qu'on avait en cours, notamment sur le quartier de la gare, qui pourraient rentrer puisqu'il s'agit d'aménagement public. Je pense à un parking par exemple de 500 places qui représente quelques millions d'euros d'investissement. Apparemment, il y a une complexité juridique à pouvoir intégrer ces projets-là dans les demandes de subvention. Nécessairement, ça peut être intéressant en tout cas de regarder, d'anticiper, puisque je crois qu'il y aura une deuxième vague sur les projets en subvention. Je pense que le fonds de 1,2 milliard que l'État a mis à disposition sera très très peu utilisé pour la raison que j'ai indiquée. C'est que beaucoup de collectivités ne peuvent plus mettre la contrepartie. Et puis le délai a été tellement court, ils vont constater que le fonds n'a pas été utilisé, donc il y aura un deuxième appel à projet, bien sûr. Il faut se tenir prêt, je l'entends. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Vous pensez que le fonds ne va pas être épuisé? Vous avez beaucoup de collectivités qui ne peuvent pas mettre la contrepartie.
D'accord, mais enfin 800 millions. Quand même. Ah, moi je pense qu'il ne sera pas utilisé en totalité. Voilà. Pas d'autres questions, pas d'autres sujets, pas d'opposition ni d'abstention. Il s'agit de demander une subvention. En général, tout le monde est d'accord. Et sans désemparer, on passe au point numéro 11. C'est vous, Madame Baud. Oui, monsieur le maire. On mène avec Vincent Scatolin qui a aussi comme compétence l'informatique. Donc un plan informatique dans nos écoles. Donc nous avons constitué un comité de pilotage dans lequel sont membres les 2 représentants des enseignants, des parents d'élèves. Nous avons déjà eu deux commissions de ce comité, une fin janvier et l'autre cette semaine. Voilà, donc nous avions dit aux écoles effectivement que nous allions mener sur les 3 ans qui viennent donc un plan informatique. Nous avons sur le budget informatique donc, dégagé une somme d'environ 25 000 € sur 3 ans. Pour l'instant, il n'y a aucun choix de fait sur le matériel puisqu'on a reçu les besoins des différentes écoles. Nous allons refaire un comité de pilotage fin juin, mais notre député qui est très généreux donc nous avait proposé de verser une subvention au titre de la réserve parlementaire. Donc le dossier était en cours et pour pouvoir avoir une subvention, il nous fallait un devis. Donc voilà, le devis a été demandé par M. Pascal Cruzon, qui est responsable du service informatique, donc pour un coût de 23 019,27 € hors taxe. Voilà, donc pour l'instant, ce que je disais, il n'y a absolument eu aucun choix qui a été fait. Donc là, il y a des tablettes et puis des ordinateurs portables, mais il nous fallait un devis. On ne s'est pas encore porté sur l'école qui sera dotée. On en discutera lors du prochain comité de pilotage. Très bien, pas d'opposition sur cette demande de subvention. Oui. Je suis surpris parce que vous dites à la fin de votre propos, nous on nous a dit que c'était pour l'école primaire du centre. On vous a dit que c'était pour En l'école commission. primaire du centre. Ouais. École Les- primaire. Les écoles primaires. Oui, écoutez, C'est pour les écoles primaires. Les écoles. Aujourd'hui, pour compléter le propos de Véronique, c'est qu'on avait besoin d'avoir un devis sur des équipements de manière à mobiliser la réserve parlementaire. Aujourd'hui, ce devis peut aussi être modifié, il pourra être retravaillé s'il s'agit de l'adapter pour coller aux besoins des écoles. Très bien, pas d'autres questions, pas d'opposition ni d'abstention, je vous remercie. Une garantie financière au profit de la SEMCODA pour le programme Allée du Chêne. C'est Jean-Christophe Place qui rapporte. Alors, il s'agit effectivement d'une garantie financière à hauteur de 3 millions. C'est un projet qu'on a effectivement vu en commission. Donc c'est pour une garantie financière à hauteur de 3 millions 9. La SCCV Le Silver propose à la SEMCODA l'acquisition en état futur d'achèvement de 25 logements collectifs. Donc 4T1, 5T2, 11T3, 4T4 et 1T5 pour une superficie de 1578 mètres carrés. Donc pour financer cette acquisition, la SEMCODA sollicite la commune pour la garantie financière du prêt locatif, des prêts locatifs pour les 25 logements. Donc elle se porterait sur 100% du montant de l'emprunt. Donc aujourd'hui, si on regarde dans le détail, on a demandé en fait une première vision. Donc ce serait 974 400 € pour le plus construction et le plus foncier. Pour le PLAI, construction et foncier, autour de 600 000 €. Et puis 2,3 millions pour le PLS, plan locatif social. Donc il est proposé au conseil municipal de donner son accord de principe pour garantir financièrement ces emprunts. Voilà. Donc il sera demandé aujourd'hui au conseil municipal de donner son accord de principe pour la garantie d'emprunt à la SEMCODA. Alors il y a des petites erreurs qui se sont glissées, hein, donc il faudra corriger. Donc c'est 7
PLUS, c'est 7 PLAI et 11 PLS, dans le cadre d'acquisition en départ de 25 logements. Très bien, merci. Sans question, c'est une délibération habituelle, ça va me permettre d'interroger Mme Stéphane. Vous pouvez lui demander où est-ce qu'on en est sur le taux de... Non, c'est pas moi. Non, mais à gauche. Et vous interrogez un membre de la commission des affaires sociales pour nous dire à combien nous en sommes aujourd'hui autour de logements sociaux. Personne ne peut répondre, on répondra la prochaine fois. À 15%, on pourra donner les chiffres précis la prochaine fois. Et avec les parents en cours, on termine le mandat à combien? 20? On ne sera pas, à mon avis, pas à 20%, 18. on approchera. Vous avez souhaité 18. Comment? Vous aviez souhaité 18. Non, on avait souhaité 18. Mais je dis parce que actuellement circule un texte, un projet qui veut imposer les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, même si on n'est pas en zone urbanisée, d'arriver aux 25% de logements sociaux. Et j'ai toujours dit que ça arriverait un jour, qu'il faut le préparer, et que pour bien le préparer, il faut en construire régulièrement, il ne faut pas qu'il soit rassemblé en proportion trop importante, et il faut toujours avoir sur le coude un ou deux terrains pour pouvoir faire une opération, que si jamais le texte nous tombe dessus, on puisse dire à l'État, on a les terrains et on y va. Parce que aujourd'hui, la politique de l'État, c'est de faire des acquisitions dans les communes déficientes et de se substituer aux communes déficientes. Dans les communes de la banlieue lyonnaise, on va arriver à des opérations très importantes qui posent un problème. La deuxième chose qui est très ennuyeuse, c'est que l'État envisage de mettre, d'étendre le périmètre de son établissement public foncier au bassin lémanique. Ça veut dire qu'il va nous soumettre à la taxe qui finance les établissements publics fonciers départementaux et qui va se substituer à l'établissement public foncier départemental. Ça veut dire, pour être clair, que si l'État considère qu'à Divonne-les-Bains, il n'y a pas assez de logements sociaux, il peut faire 20 ou 30 000 mètres carrés d'acquisition foncière et vous construire dessus 300 logements pour vous mettre à 25. Je pense que ce risque-là existe réellement, compte tenu de la situation dramatique des logements sociaux. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à imposer ces logements sociaux, si même on peut, quand on est à 20, passer à 25 dans une négociation, c'est bien. Deuxièmement, il serait peut-être judicieux de prévoir 2 ou 3 acquisitions. C'est-à-dire, si jamais ça nous arrive, on a les terrains disponibles, donc l'établissement public qui s'appelle Epora, hein, c'est ça, qui ne soit pas compétent sur Divonne-les-Bains. Je sais pas, il y a une vraie réflexion stratégique à avoir. Sur l'ensemble des permis qui sont délivrés aujourd'hui, on a 30% de logements sociaux au minimum. Sur certaines opérations, on est à bien plus, parce que c'est inscrit comme ça dans le PLU, avec des emplacements réservés spécifiques pour les logements sociaux. C'est le cas du projet dont on parle ce soir au niveau des garanties d'emprunt. On était à 40% de logements sociaux sur une opération privée. Et pour en revenir à l'EPORA, je crois qu'il faut se garantir. On a la chance aujourd'hui d'avoir dans l'un un établissement public foncier qui nous aide et qui est au service des collectivités et qui comprend la problématique des collectivités. Et je crois que voir arriver l'EPORA, qui est une structure d'État avec un fonctionnement un peu étatique, pourrait être un vrai danger pour notre territoire. Pour les problématiques que vous souleviez par rapport aux logements sociaux, on a d'ailleurs sur le PIGEC déjà des communes qui connaissent une intervention du préfet très forte sur les acquisitions de terrain et sur la construction de logements sociaux, sur des communes qui sont aujourd'hui à 13% et qui n'ont pas montré qu'elles faisaient, durant les 6 dernières années, un effort considérable pour la réalisation de logements sociaux. Et l'EPORA, c'est le bras armé de l'État. Et l'État n'hésitera pas à agir sur des communes qui sont des communes qui ont des moyens, pour les obliger à acheter des logements, des terrains, et pour leur faire construire des logements sociaux, qui seraient à l'inverse de la politique qui a été menée depuis des années, d'avoir des opérations de logements sociaux qui sont des opérations de logements sociaux disséminées sur l'ensemble du territoire et qui correspondent à un vrai choix de politique de mixité sociale. Donc on a entamé avec M. Blanc une action conjointe pour agir contre cet amendement qui vise à l'arrivée des PORA. Très bien. Pas d'autres questions? Si, concernant le contenu de la délibération, on en a déjà parlé en commission,
systématiquement, on ne met jamais le montant des emplois. Hein, on doit revenir, j'ai bien vu que c'était précisé qu'il fallait qu'on pourra se prononcer une prochaine fois de façon définitive, mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas mettre tout de suite le montant des emprunts. Si j'ai bien compris, c'est une opération en deux temps et un fusil du coup. Dans un premier temps, on délibère sur le principe, et puis après, sur le montant. Voilà, et la SEMCODA, j'imagine, ne va pas donner le montant. Ils ont été cités, mais à peu près, c'est à peu près 4 millions d'euros. Voilà, 3 millions, 3 millions. non, mais il n'y a pas le montant précis. On est obligé d'avoir deux délits. Pas toutes les fois, parce qu'on en a eu où le montant était précis, avec le taux, la durée, etc. Très bien. Pas d'autres observations? Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. On peut passer au point suivant, une mission d'études pluridisciplinaires sur la réhabilitation et l'exploitation du complexe nautique. Oui, monsieur le maire, donc il s'agit aujourd'hui de prendre connaissance de la décision de la commission d'appel d'offres quant au choix du groupement qui va nous accompagner en fait pour une mission d'études pluridisciplinaires qui concerne la réhabilitation et l'exploitation du complexe nautique actuel. Donc je vais rappeler brièvement que dans le cadre de l'agrandissement, de la modernisation du centre nautique actuel, qui a pour but de répondre à des besoins plus complets que l'offre actuelle, notamment une ouverture 365 jours par an, d'avoir une offre plus étendue, à savoir des bassins sportifs couverts, des activités ludiques complémentaires pour différentes cibles, un espace de bien-être et de wellness, une consultation en vue de l'attribution montage. Donc a été lancée le 9 février 2016 sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Donc cette mission consistera à nous assister sur trois axes, un aspect technique, un aspect juridique et un aspect financier tout au long de l'opération. Donc nous aurons deux grandes phases. Une première phase qui va être l'étude de faisabilité et le montage du cahier des charges. Et ensuite, donc la phase d'appel d'offres proprement dite et le choix du prestataire qui assurera la construction et le service de cet équipement. Voilà, donc aujourd'hui, la commission d'appel d'offres a reçu un certain nombre d'offres et s'est prononcée pour le groupement Cap Urbain, Pérical et Fidélia, donc une tranche qui est composée de plusieurs tranches. Une première tranche de 40 500 € qui correspond au cadrage des prestations, l'étude de faisabilité et l'établissement du programme, et de deux tranches conditionnelles. Donc la première tranche conditionnelle, c'est l'assistance et la préparation et la passation d'un contrat de partenariat. Et puis la troisième, c'est l'assistance à la préparation et la passation du contrat de concession. Voilà, donc il sera demandé au conseil municipal de prendre connaissance du marché à intervenir avec le groupement Cap Urbain, Pérical et Fidélia et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. Parfait. Donc chacun l'a bien compris, le dossier de réhabilitation du centre nautique est désormais parti. Il y a eu beaucoup de travail fait par Jean-Christophe Place, de réflexion, d'analyse sur le projet lui-même. Maintenant, on peut imaginer le lancement d'opérations et des décisions lourdes dès cette année 2010-2016. Les décisions. Oui, nous espérons en tous les cas aboutir sur un cahier des charges fin d'année. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Si. Quelle est la commission qui suit ce projet d'évolution du centre nautique? C'est la commission des finances en l'état, mais je pense qu'il va falloir constituer un groupe de travail ad hoc. Aujourd'hui, c'était plutôt la commission des finances. Naturellement, la question qui se pose à nous, et si on l'a orienté vers la finance, c'est ça. On a à Divonne deux gros équipements
qui ont un demi-siècle quasiment, et qui ont été construits à une époque où il y avait des fonds d'État sur des projets ciblés. Ici, le Fonds national du sport et le plan piscine, des années 60. Et l'hippodrome, le plan avait été lancé à l'initiative du PMI dans les mêmes années. Et ces deux équipements sont des équipements qui occupent beaucoup d'espace, des infrastructures lourdes. Et l'État n'a jamais prévu, tous les 20 ans ou 30 ans, des plans de réhabilitation. C'est vrai que les piscines, il faudra qu'on ferme des piscines qui ont été construites dans les années 60 parce que les collectivités n'ont pas les moyens de les rénover. Donc la réflexion que nous avons eue, c'était simple. Est-ce que nous faisons cette opération sur la loi MOP en maîtrise d'ouvrage public, ou est-ce qu'on utilise un autre dispositif de commande publique, un marché de partenariat, un PPP, enfin tout ça, pour associer privé et public et faire en sorte que nos successeurs, dans 30 ans ou 40 ans, ne soient pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, d'avoir à supporter uniquement sur le public un investissement. C'est pour ça que j'avais orienté le dossier vers Jean-Christophe Place et vers la commission des finances. Parce que le premier choix, c'est ça. Est-ce qu'il y a place à Divonne pour un projet public-privé? Ça pourrait être clair. Est-ce qu'un partenaire privé acceptera de supporter 20 millions, 15 millions, je ne sais pas combien, on verra, on sera entre 15 et 20 d'investissement pour amortir une partie de son investissement sur un service qui s'amortit sur le prix. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais ici. Et puis après, si on a cette certitude, eh bien, je pense qu'il faut créer un groupe de travail ad hoc dans lequel seront présents les sports, bien sûr les travaux, bien sûr l'urbanisme, parce que s'il y a des constructions, on a un site hyper sensible. Je pense qu'il faudra constituer soit une commission généralisée, qui regroupe plusieurs commissions, soit un groupe de travail. Je pense qu'il s'agissait de faire les deux, 2 ou 3 élus qui constituent une petite commission restreinte et qui rendent compte d'une commission de beaucoup. Voilà comment je vois les choses, monsieur Augustin. Jean Di Stefano. Monsieur le maire, je fais partie de la commission finance. On n'a jamais parlé du projet du centre nautique. Non, je vais proposer au président de la commission, qui a instruit le dossier et qui fait ce travail de réflexion pour le compte de l'exécutif. Et c'est après la commission finance qui fera le choix sur le mode de commande publique le plus adapté. Aujourd'hui, ce que fait Jean-Christophe Place, c'est un inventaire, c'est des discussions avec des cabinets spécialisés. C'est que le marché de partenariat, c'est un texte qui a fait un décret publié en janvier, je crois, janvier de cette année ou février de cette année. Voilà, c'est un mode de commande publique nouveau. Je rappelle que la France ne connaissait pas de mode de commande publique, de partenariat public-privé. C'est une loi, c'est moi qui l'avais rapportée à l'Assemblée nationale en 2002-2003, c'est une loi d'habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances pour créer les PPP à la française. Et on s'est aperçu que ça marchait bien dans certains domaines. Aujourd'hui, on veut simplifier le système. Et en fait, le marché de partenariat, c'est une procédure qui regroupe des procédures anciennes, dont le PPP, et qui garantit à la fois pour le privé, mais aussi pour le public, les intérêts de chacun. Voilà, donc on est vraiment dans une phase d'étude préalable. Quel est le meilleur système juridique? Puis après, il faudra bâtir un dossier. Et là, on fera, je le redis, le meilleur choix avec un groupe de travail le plus large possible. Peut-être, monsieur le maire, en lisant la délibération, que le projet est suffisamment mûr maintenant puisqu'on a défini des objectifs et ce qui semble une prérogative politique, donc le projet est suffisamment mûr pour qu'il y ait une commission municipale représentative qui se réunisse et que ce ne soit pas traité par un conseiller municipal avec toutes les qualités qu'il peut avoir, mais qui n'appartient qu'à une liste. Très bien. Je suis d'accord. Donc on va demander à monsieur Place d'élargir son club de réflexion. Mais je pense qu'il faut les deux choses. Il y a cette réflexion qui a eu lieu, effectivement, mais on attendait d'avoir cette décision officielle, d'avoir ce cabinet de Rémois pour lancer officiellement le projet. Et donc, je constate qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc, effectivement, une commission ad hoc aura toute sa pertinence.
Moi, ce que je vous propose, c'est que la commission crée un petit groupe de travail restreint, auquel sont communiqués les renseignements juridiques. C'est un peu compliqué, hein, les consultations juridiques, elles sont un peu trapues. Et puis après, une commission beaucoup plus large qui rassemble les travaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. On nous a dit au dernier CA de tourisme, donc lundi 11 avril prochain. Pardon, on va voter peut-être sur cette délibération. Et puis après, on passera à la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Des oppositions? Une opposition? Des abstentions? Pas d'abstention, merci. Madame Céline. Donc, comme je le disais, au dernier CA de tourisme, on nous a fait part donc, le 11 avril prochain, donc lundi, aura lieu la présentation du cabinet d'audit dans le cadre de la fusion des offices de tourisme du pays, dans ce cadre de ce projet-là. Donc je voulais savoir, parce que je ne sais pas qui apparemment c'est Madame Hoffman qui sera à cette réunion, et est-ce qu'après il est possible, dans une prochaine commission de tourisme, que Madame Hoffman qui siégera vienne nous dire voilà, un petit peu ce qui a été rapporté, voilà, savoir un petit peu ce que le cabinet d'audit a pensé de Divonne, de ses infrastructures, des services et autres. Très bien. Il serait bon que Mme Hoffman vienne devant la commission des affaires économiques. On va faire ça ici. Elle a lieu le 11 avril après. Et la commission des affaires économiques le 13 ou le 17 Le 13 ben, ça sera l'occasion. Le 13 à 18h en général. Ou une prochaine, je veux dire. Non, je viens de le faire acheter. Elle n'est pas 20h. Ah, 20h. Bon. Si c'est pas possible, on fera ça à la suite. Très bien, pas d'autres questions diverses. On peut en rester là. Merci beaucoup.